On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle de conception et de contraception naturelle. Mais d'abord, parlons d'un investissement de 38,2 millions de dollars au cours des 5 prochaines années pour le fort de Chambly, le canal de Chambly, de même que le fort Lennox à Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix. Vous l'avez peut-être vu dans le Canada français, édition du jeudi 25 février, investissement de 38,2 millions de dollars sur une période de 5 ans au niveau des installations de Parc Canada dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu, mais également jusqu'au Fort Lennox à Saint-Paul. Pour nous en parler, Luc-André Mercier, directeur de l'unité des voies navigables chez Parc Canada. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Est-ce que c'était dû? Oui, je pense que c'était dû. C'est un besoin d'investissement qu'il y avait sur l'ensemble des actifs de Parc Canada, à Montérégie, mais à travers le Canada au complet. Les gens ne savent pas souvent, mais Parc Canada, c'est le 3e plus grand propriétaire d'actifs fédéraux au Canada. Il y a la Défense nationale, qui est un propriétaire important, Travaux publics, services gouvernementaux. Parc Canada, c'est une petite organisation, mais avec beaucoup d'actifs. Donc, des écluses, des forts. Ici, on connaît bien Fort Lennox, Fort Chambly, Canal de Chambly dans la région ici. Donc, des investissements sur des ponts, des structures. Et c'était dû. Les gens qui ont vu justement le Canada français, la photo, on voit un des murs ici sur la place du Quai qui a besoin grandement de réparation. Ouais. De mémoire, vous me corrigerez, mais ces murets-là en béton ont été faits quoi? Dans les années fin 70, début 80 peut-être? Je pense que c'est dans ces années-là qu'il y a eu une intervention qui a été faite. Aussi, à l'époque, il y avait eu des fouilles archéologiques pour retrouver les anciens quais. Parce qu'on se rappelle peut-être pas, mais c'était un port important, Saint-Jean-sur-Richelieu. Fait qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle la place du Quai, c'est les anciennes installations portuaires. Comme on est dans la culture et dans le patrimoine, c'est certain que quand on fait des interventions, il y a de la surveillance archéologique aussi qui est faite. On pourrait peut-être même en faire dans le sous-sol ici, puis on en trouverait. On n'est pas très loin, d'ailleurs. On aurait peut-être des surprises. On aurait peut-être des surprises. Donc, allons-y par étapes. On va commencer peut-être au nord. D'abord, allons-y avec le fort de Chambly. Quel est l'état du fort Chambly actuellement? Le fort, la structure du fort est en bonne condition. L'intervention qui a été faite et l'annonce concerne un muret environ de 250 à 300 mètres. Le muret qui se trouve être entouré finalement de la pointe où est le fort Chambly, qui se trouve être le muret qui donne dans la rivière Richelieu, dans le bassin de Chambly. Alors, ce muret-là est en mauvaise condition, est en train de tomber. En partie, c'est un muret qui est fait en béton, en partie en pierre de maçonnerie. Alors, il y a eu une intervention qui a été faite cette année. Il va en avoir une l'année prochaine aussi pour stabiliser et réhabiliter ce mur-là. Il y a aussi un montant qui a été mis à l'intérieur du fort, essentiellement pour augmenter la qualité de l'expérience de visite par des interventions comme, par exemple, l'entrée électrique qui était rendue insuffisante, le changement de luminaire, aménagement de certaines salles pour des activités. Alors, c'est à peu près 900 000 $ qui a été mis pour ce type d'intervention au Fort Chambly. Quels sont les défis à moyen ou long terme pour une installation comme le fort de Chambly, qui est quand même un bâtiment qui est là depuis plusieurs centaines d'années? Bien, je dirais que le défi, c'est comment se renouveler continuellement. C'est un fort, c'est un lieu qui offre une expérience extraordinaire. Et qui ne s'est pas promené dans ce secteur-là et trouvé ce lieu-là d'une extraordinaire beauté? Mais comment on amène les gens à l'intérieur à visiter quand on a une exposition qui ne veut pas vieillir avec le temps? Alors, c'est de toujours trouver des nouvelles approches, être très proche de ce que les visiteurs souhaitent, puis être conscient aussi qu'on fait des choses comme organisation, mais on les fait souvent en collaboration. Une place comme le Fort Chambly travaille avec des partenaires pour créer des activités et des animations pendant l'été. Entre autres, il y a des activités très, très populaires dans la région de Chambly qui se passent sur les terrains du Fort Chambly. Et quels sont les défis d'entretien d'un bâtiment comme le Fort Chambly? Ils sont majeurs. Puis quand on parle d'investissements comme ceux dont on parle aujourd'hui, souvent, c'est qu'on dit qu'il y a une norme environ de 2 %. Quand vous avez un actif, vous allez mettre 2 % de sa valeur en recapitalisation, en entretien. C'est beaucoup d'argent pour maintenir un actif. Puis il y a des fois, bien, c'est pas toujours le 2 %, c'est un peu moins, c'est un peu moins. Puis on finit par avoir une espèce d'arriérage sur l'entretien. Et là, ça du rattrapage. Et voilà. Et les investissements, en grande partie, on appelle ça dans l'entretien différé ou la maintenance différée dans les actifs. Cet argent-là va permettre de combler ce retard-là, de remettre à niveau ces actifs-là pour permettre qu'ils jouent leur rôle dans leur milieu, comme des lieux de culture, de patrimoine, mais aussi comme des éléments importants au niveau touristique. Bon. L'essentiel de l'enveloppe de 38 millions, elle est principalement attribuée ici
je dirais en fait pour la portion du canal de Chambly, l'essentiel, là, entre Chambly et Saint-Jean-sur-Richelieu. On parlait tantôt des murets. On parle de 32 millions d'investissements sur 5 ans pour le canal de Chambly. Est-ce que ça va autant de la portion de certaines écluses qui en ont besoin jusqu'aux murets de béton ici sur la rue du Quai? Ça part de l'entrée du canal dans le bassin de Chambly, où là, il y a une jetée en béton qui est dans ce secteur-là, qui est fermée depuis 4-5 ans, inaccessible au public. Elle n'est pas sécuritaire. Il y a des travaux pour cette partie de jetée-là, stabiliser, permettre l'accès au public. Il y a des ponts. On a quand même 7 ponts qui sont gérés par Parc Canada le long de l'axe. Il y a des travaux majeurs au pont de Chambly sur la rue Bourgogne qui est en train de se faire actuellement. Ouais. Ce qu'on fait concrètement, c'est qu'on a pris le pont, on l'a mis de côté. On est en train de travailler sur la structure tournante du pont, parce que c'est un pont. Il y en a qui sont levants, il y en a qui sont tournants. Ça, c'est une structure, des travaux vraiment d'intervention sur le pilier du pont. On est en train de changer des portes d'écluse à l'écluse 5. Concrètement, on a débâti la porte, on est en train de la refaire en usine, on va la livrer. Ça, je pense que ça va être intéressant. Vos auditeurs, certainement qu'on va annoncer quand est-ce qu'on va réinstaller les portes de l'écluse. Fait qu'on donnera la date et le moment, si les gens veulent venir voir ça. Je pense que ça va être intéressant. On fait des interventions sur les murs le long du canal. Le canal de Chambly, c'est 20 km de long. Fait que quand on regarde ça, il y a 20 km côté du canal, d'un autre côté, 20 km de berge, du côté rivière, un autre 10. C'est à peu près 50 km de murs, de berges sur lesquels il faut intervenir régulièrement. Il y a de l'eau, il y a de l'érosion. On travaille sur les ponts, la mécanique, l'électricité des ponts. On va travailler sur le barrage Fryer aussi. Et les murs ici à Saint-Jean-sur-Richelieu. Tout ça pour le total de 38 millions de dollars. Dans le cas des travaux qui visent ici le Vieux-Saint-Jean, est-ce que vous effectuez les travaux dans un calendrier ou de façon synchronisée avec ceux de la ville? Parce que de mémoire, là, on a fait l'entrée nord, l'entrée sud. Pour ce qui est du pont, encore une attente du côté du MTQ, mais en même temps, je sais que la Ville voulait attendre, je pense, de synchroniser tout ça. Comment on organise ça dans le calendrier? Bien, il faut dire qu'on a une excellente collaboration avec la Ville. Le service des travaux, le service d'urbanisme, on travaille en collaboration avec eux. Là, justement, l'entrée sud, ça fait une interface avec l'entrée du canal aussi. Fait qu'on travaille avec eux. Et oui, il y a une synchronisation. On comprenait déjà que ça ne faisait aucun sens que la Ville arrive, fasse des travaux, par exemple d'aménagement sur la place du Quai, et que nous, on intervienne faire les murs une année ou deux après. Alors là, les murs vont être stabilisés, réparés. On va pouvoir avoir des installations conformes pour les quais. Puis par la suite, l'aménagement de la place du Quai comme tel pourra être fait par la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, c'est vous qui commencez en premier, c'est ça? C'est nous qui commençons en premier en faisant la structure, dans le fond, qui soutient tout le reste. En ayant nos murs stables, bien là, on va pouvoir continuer à faire cette chose. Et vous commencez les travaux à quel moment? À quel moment c'est prévu? Actuellement, on est en train de finir la partie de conception plein de vie. Ce qui est visé comme échéancier, c'est à l'automne 2016 qu'on commence à faire ces travaux-là, après la saison de navigation. Mais ça se peut qu'il y ait certaines interventions qui soient faites un peu avant ça. Donc, automne 2016. Automne 2016 pour la portion qui est ici, là. Pour la portion de travaux qui est ici. Bon. Je fais une petite parenthèse parce qu'on sait qu'il y a un projet de changement de pont. En principe, sauf erreur, le MTQ parlait de commencer les travaux quelque part après le Festival de Montgolfière à la fin août 2016. Mais encore là, ça peut changer. En quoi ça vient, je vais prendre un anglicisme, mais en quoi ça impacte vos propres activités, la construction d'un nouveau pont avec Transport Québec, sur lequel il y a une portion levis pour les bateaux? Là aussi, comme il y a une partie que le pont, finalement, passe au-dessus du canal, il y a déjà une bonne collaboration entre le MTQ et Parc Canada. Il y a une synchronisation de nos travaux aussi. Ils vont devoir intervenir sur les actifs de Parc Canada. On y pense concrètement, les piliers du pont en partie vont être sur la propriété de Parc Canada. Mais déjà, tout ça, c'est négocié. Il y a une entente qui est sur le point d'être conclue entre Parc Canada et le MTQ. Alors, on s'assure que les travaux des deux parties ne viennent pas nuire à l'autre. On essaie de travailler ça en concertation. Le canal de Chambly, oui, c'est une vingtaine de kilomètres, c'est 9 écluses. Mais c'est combien de bateaux approximativement qui circulent dans ce canal-là chaque année? On parle d'environ 2000 bateaux. Ça change d'une année à l'autre, mais c'est de 2000 bateaux. On parle d'environ 4500 plaisanciers et on parle d'environ 300 000 usagers des berges. Oui, les cyclistes surtout, les cyclistes, les marcheurs, les observateurs d'oiseaux. On a beaucoup de personnes qui apprécient cet actif-là du canal Chambly. Là, je suis rendu que tout le monde dit on va aller faire notre marche à la bande du canal. Nous autres, on est très fiers de ça.
Puis on se rend compte aussi que c'est un actif pour la communauté. C'est intéressant, puis on en a des bons commentaires. Les gens sont satisfaits, fait que c'est vraiment bien. Bon. Que reste-t-il maintenant dans l'enveloppe pour le fort Lennox à Saint-Paul de l'île aux Noix? Le fort Lennox, on parle de travaux qui approchent à peu près de 3 millions de dollars. Le plus important a déjà été fait. Ça a été fait à la fin de l'automne, après la saison d'ouverture. Le fort Lennox, je pense que tout le monde qui a vu une photo du fort Lennox a vu la fameuse porte, le fameux où c'est écrit Lennox. C'est la porte qu'on appelle Nord, c'est la porte du Pont-Levis. Et c'est cette porte-là qui a eu la plus grande enveloppe, environ 2 millions de dollars, pour, encore une fois, stabiliser la maçonnerie, faire de l'injection de béton pour s'assurer qu'elle est stable et qu'elle puisse continuer à faire le travail qu'elle a à faire. Il y a aussi certains montants pour les quais. Le fort Lennox est situé sur l'île aux Noix, donc un bateau doit pouvoir aller de quai à l'autre. Il y a des travaux à faire, d'aménagement du quai de la barge aussi, qui se trouve être la barge qui amène les gros morceaux d'équipement sur l'île aux Noix. Et en quoi le fort Lennox est-il différent du fort Chambly en termes d'installation physique ou de défis futurs au niveau des installations? Bien, c'est ce qu'on ne sait peut-être pas beaucoup dans la région, qu'on gagnerait à connaître, c'est que la fortification du fort Lennox est une fortification originale, britannique, qui a été terminée en 1829. Ouais. Alors, les bâtiments qui sont là ont une haute valeur, pas seulement dans ce qu'ils présentent au niveau historique, mais dans leur valeur architecturale comme telle. C'est la vraie affaire pour le vrai monument est là, dans cette structure-là. Ça amène naturellement un niveau d'entretien qui est peut-être encore plus exigeant que dans des bâtiments qui ont été restaurés récemment. Et est-ce qu'il y aura des projets futurs du côté du fort Lennox? Pour l'instant, il n'y a pas d'autres travaux d'annoncer. Il y a eu quand même cette belle annonce qui a été faite au mois d'août. C'est sûr qu'il y a toujours des projets. Il y a toujours des choses qu'on voudrait voir réalisées, mais pour l'instant, il n'y a pas d'annonce concrète qui est prévue concernant les travaux, soit au fort Lennox, soit au fort Chambly, soit au canal de Chambly. Monsieur Mercier, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Pour ces précieuses explications. Effectivement, c'est un actif très important dans notre communauté. C'est important de voir que le gouvernement fédéral y met des sous, bien sûr, pour l'entretenir, pour le bénéfice de tous et chacun. Merci. Merci. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous parle d'une conférence causerie qui va se tenir le 22 mars du côté de l'organisme Lactea sur le boulevard Dorchester à Saint-Jean-sur-Richelieu. Normal aussi de vivre notre non-conformité individuellement quand on est seul, je veux dire, parce qu'en absence de normes. Mardi, le 22 mars, à 14 h, au 640 de la rue Dorchester, dans le quartier Saint-Gérard, à Saint-Jean-sur-Richelieu, chez Lactea. Conférence causerie qu'on appelle Contraception et conception naturelle. On en discute avec Marie-Hélène Viault. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous représentez l'organisme Serena. Qu'est-ce que c'est? Serena Québec, c'est un organisme qui dessert l'ensemble du Québec et on est spécialisé en fertilité naturelle. Donc, ça se décline en 3 volets. La conception naturelle, donc la période d'essai, espérons-le, avant de se retrouver en procréation assistée. Et la contraception naturelle, donc les alternatives à la contraception hormonale. Et le retour de la fertilité en allaitement. Donc, quand est-ce qu'a lieu la première ovulation après avoir accouché. Donc, nous, on accompagne les femmes durant toute leur vie fertile, de la puberté à la ménopause, pour qu'elles soient aptes à gérer leur fertilité
par elles-mêmes, de façon autonome, pour mieux connaître leur corps, parce que le cycle féminin, c'est le reflet de la santé globale de la femme. Donc, nous, on les aide à observer qu'est-ce que le cycle leur dit sur leur santé et comment elles peuvent éviter de prendre des hormones synthétiques pour la contraception et éviter peut-être, pas pour toutes, là, mais éviter peut-être de se retrouver en procréation assistée quand elles sont prêtes à concevoir. Bon. Quels sont les fondements même de Sorena? Comment ça a pris naissance? C'est quoi l'historique? Bien, ça fait 60 ans cette année que notre organisme existe. C'est un organisme qui a évolué beaucoup au fil du temps. Aujourd'hui, on est ancré dans des valeurs bien modernes de santé, d'environnement, d'empowerment féminin. Par contre, quand ça a eu lieu, la naissance de cet organisme-là, la réalité était tout autre. Donc, c'est avant l'invention de la pilule. Donc, à l'époque, les femmes, pour éviter une grossesse, il n'y avait pas beaucoup d'alternatives. Alors, ce sont un couple en particulier là, qui ne pouvait plus avoir d'enfants parce que la santé de la femme était menacée si elle avait un nouvel enfant. Donc, ils ont cherché comment c'était possible d'éviter de concevoir. Et ils ont trouvé des recherches qui avaient eu lieu en Europe. Par exemple, quand on prend sa température quotidiennement, la température basale, ça peut donner une indication sur la période de l'ovulation, si l'ovulation a eu lieu. Donc, ils ont commencé à trouver des trucs comme ça et ils ont bénéficié de l'aide de médecins qui ont structuré et perfectionné cette méthode-là. Alors, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une méthode de contraception qui concurrence la contraception hormonale. Donc, on parle d'une efficacité qui se situe entre celle du stérilet de cuivre et la pilule. Donc, une efficacité avec un risque de seulement 0,4 de grossesse non désirée, tandis que le stérilet de cuivre, c'est 0,6, la pilule, c'est 0,2, toujours dans un usage correct et systématique. Parce que c'est une méthode qui a été perfectionnée à partir de connaissances scientifiques en santé reproductive. Donc, ce que j'en comprends, c'est que le gros du mandat, c'est quoi? C'est une forme d'éducation populaire, si on veut? Oui. On travaille sur plusieurs volets. On fait de la sensibilisation, un peu comme je vais venir faire ici dans la région. On fait des conférences pour démystifier c'est quoi la fertilité naturelle, qu'est-ce qui se passe dans le corps quand on laisse le cycle fonctionner, quels sont les impacts de laisser le cycle fonctionner, qu'est-ce qui peut affecter la fertilité, l'alimentation, l'environnement. On assiste présentement à une montée de l'infertilité. Un couple sur 6 a de la difficulté à concevoir après 1 an d'essai. Donc, nous, on essaie d'être à l'affût des avancées scientifiques et de vulgariser ces connaissances-là pour que les gens soient capables de se prendre en main et d'essayer d'améliorer leur fertilité, de protéger leur fertilité et celle de leurs enfants. On travaille aussi, on fait de la formation spécifique. On offre des ateliers pour habiliter les femmes et les couples à utiliser les méthodes qu'on a perfectionnées. Ouais. Et on fait de la recherche et du perfectionnement. Quand on parle de conception naturelle, je comprends qu'il y a des gens qui sont très fertiles pour qui ça ne cause pas de problème. Exactement. Dans d'autres cas, effectivement, ça peut être un peu plus complexe. Quand ça devient complexe, peut-être après une certaine période d'essai, les gens vont parfois consulter minimalement leur médecin de famille, qui peut peut-être, oui, donner certains trucs. C'est peut-être pas aussi personnalisé que ce que vous pouvez faire de votre côté. Mais ce que je comprends, c'est qu'il y a des trucs de base que les gens peuvent utiliser avant de se rendre dans une clinique de fertilité. Et une fois qu'on applique les trucs, on augmente notre fertilité de part et d'autre, là? Complètement. Ce qui est déplorable, c'est qu'il y a des couples qui vont essayer pendant 1 an, 2 ans et qui vont aller passer des tests pour se rendre compte que finalement, il y a une multitude de causes à l'infertilité. Et c'est dommage de s'en rendre compte après 2 ans, de découvrir que la cause, comme par exemple une femme qui ovule de façon irrégulière, donc elle a ses menstruations, elle pense que tout va bien, sauf qu'au fond, elle ovule 1 fois sur 3. Donc, ça aurait été bien de le savoir au tout début. Moi, je dis tout le temps,
c'est pas quand on est prêt à avoir un enfant qu'il faut commencer à se renseigner, c'est quand on n'en veut pas. Parce que dans la période où on n'en veut pas, c'est là qu'il faut qu'on prenne soin de son corps, c'est là qu'il faut qu'on détecte si on a des anomalies qui vont nous empêcher de concevoir. Et nos problèmes de fertilité peuvent souvent être corrigés, mais il faut se donner du temps. Alors, aujourd'hui, les couples vont travailler, et là, quand on décide à 34 ans, OK, on veut un enfant là. J'arrête la pilule et ça ne fonctionne pas. Et souvent, la contraception hormonale masque les symptômes d'infertilité chez la femme. Alors, certaines femmes vont se retrouver à arrêter la contraception hormonale et elles vont découvrir que finalement, elles font de l'endométriose. Alors, c'est des problèmes de santé qui, quand on vient chez nous puis qu'on apprend à observer son cycle, bien, on peut les détecter de façon plus précoce. On parlait de conception naturelle et aussi de contraception naturelle. Je comprends que dans notre société aujourd'hui, puis on le sait, quand les parents ont de jeunes adolescentes, rapidement, on veut rapidement à ce qu'ils prennent un anovulant, une protection, Mais en même temps, évidemment, ça ne protège pas nécessairement aussi au niveau des MTS, là, on le sait très bien. Mais au-delà de ça, au-delà des maladies transmissibles sexuellement, si on revient uniquement à la contraception en tant que telle, la pilule, c'est peut-être pas fait pour toutes les femmes nécessairement. Il y en a pour qui ça crée toutes sortes de problèmes. D'effets secondaires. Mais en même temps, c'est quoi les alternatives? Oui, on connaît l'usage du condom ou du stérilet, mais sinon, c'est quoi les alternatives à la contraception dite naturelle? Bien, nous, la méthode en contraception qui a été perfectionnée par les médecins conseils chez nous, ça s'appelle la méthode symptothermique. Donc, c'est une méthode qui repose sur l'observation de 3 signes de fertilité du corps de la femme. Donc, on observe quotidiennement la température, la glaire cervicale et le col de l'utérus. Et à partir des observations quotidiennes et de règles d'interprétation qu'on apprend, on est en mesure à tous les jours de savoir avec précision si c'est un jour fertile ou un jour infertile. Dans un cycle, il y a beaucoup plus de jours infertile que de jours fertiles. Alors, dans les jours fertiles, si on ne veut pas concevoir, bien, on adopte un comportement sexuel en conséquence. C'est certain que c'est une méthode qui demande une certaine rigueur. Quand on est habitué, ça prend moins de 5 minutes par jour. Les femmes qui l'utilisent, en général, trouvent ça très facile. C'est comme se brosser les dents, là. C'est une habitude qu'on intègre dans notre quotidien. Et bien entendu, ça prend la collaboration du partenaire parce que dans les jours fertiles, il faut qu'on décide qu'est-ce qu'on va faire. Donc, mais les couples qui l'adoptent en contraception vont souvent dire que justement, ça favorise la communication, ça amène d'autres dimensions dans le couple parce qu'on est amené en jour fertile à explorer d'autres avenues dans notre sexualité. C'est certain que ce n'est pas... ça ne protège pas des ITS, comme la majorité de la contraception non plus. Mais il n'y a aucune méthode de contraception qui est efficace à 100 %. Alors, cette méthode-là non plus. C'est pas fait pour tout le monde. C'est sûr qu'il faut être capable de l'intégrer dans son quotidien et justement d'être capable d'avoir des comportements sexuels différents en jour fertile. Bon, et le troisième volet de la conférence, c'est la fertilité, mais après l'allaitement. Oui. En quoi c'est important, ce volet-là, de comprendre ou de connaître sa fertilité post-allaitement? En allaitement. Ou en allaitement? Oui, en allaitement? Après l'accouchement, oui. En allaitement. Oui. C'est que il y a les femmes qui sont très fertiles et qui ne veulent pas redevenir enceintes trop rapidement après un accouchement. C'est important qu'elles soient capables de détecter le premier saignement et s'il y a eu ovulation avant le premier saignement, quand est-ce qu'elles sont en mesure d'être capables de concevoir. Et on est le seul organisme qui est spécialisé là-dedans. Il y a beaucoup d'organismes spécialisés en allaitement, comme l'organisme qui nous accueille, Lactea. Lactea.
qui vont aider les femmes à allaiter, mais la dimension de la fertilité associée à l'allaitement est rarement présentée. Nous, on fait de l'accompagnement, on jumelle les femmes qui viennent nous voir à des formatrices spécialisées en allaitement et pour leur proposer plusieurs alternatives. Il existe une méthode qui s'appelle la MAMA, méthode de l'allaitement maternel et de l'aménorrhée. C'est une méthode qui est reconnue par l'Organisation mondiale de la santé. Nous, notre organisme, dans notre volet recherche, on a participé à une étude internationale de validation de l'efficacité de cette méthode-là. Et c'est une méthode qui permet de repousser le plus longtemps possible la première ovulation en utilisant l'allaitement. Il y a beaucoup de femmes qui pensent que juste le simple fait d'allaiter, qu'elles sont infertiles. C'est pas vrai. Et même l'allaitement complet, les femmes qui vont allaiter à la demande, non plus, ça ne garantit pas l'infertilité. Ça prend une méthode qui est encadrée et que nous, on enseigne. Les femmes qui ne veulent pas allaiter de façon intensive à la demande, on leur propose d'autres alternatives également. Donc, si vous désirez bien sûr en connaître davantage sur ces précieux conseils, c'est mardi 22 mars à 14 h chez Lactea sur la rue Boulevard Dorchester, si vous préférez, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Vous avez les informations, évidemment, qui apparaissent au bas de l'écran. Merci beaucoup. Merci. Bonne chance. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous présente le Babillard quotidien. L'Assemblée générale annuelle de la Société Saint-Vincent-de-Paul de Saint-Jean arrive bientôt, le 23 mars. Donc, pour ceux que ça intéresse, vous avez le détail. À chaque semaine, on vous présente des extraits du conseil municipal. L'émission s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. Chaque dimanche matin à 9h30 en direct, c'est le Télébingo avec 3 500 $ en prix, 2 000 $ pour la carte pleine, 30 dépositaires pour acheter vos livrets un peu partout sur le territoire. Et pour me joindre, faites-le par courriel Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com. À demain. Bye bye.